La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 14 octobre 2024. Il est intitulé ce matin « Chine, BCE et résultats, ça se bouscule ». Les marchés boursiers continuent à regarder vers le haut alors que se profile la première salve de résultats du troisième trimestre. Les investisseurs ont eu un avant-goût la semaine dernière avec les chiffres de 3 banques américaines et aussi ceux de PepsiCo. Et pendant ce temps, la Chine est sur le point de bascule après la forte remontée des indices depuis un mois. Le marché est toujours aussi avide de mesures de soutien pour croire au redressement économique du pays. Et pour être parfaitement complet, la semaine sera aussi marquée par une probable baisse de taux de la BCE. Allez, on va passer tout ça en revue ensemble ce matin. La grande majorité des indices actions a donc gagné du terrain au cours de la semaine précédente. On a eu quand même quelques exceptions, c'est le cas notamment du FTSE britannique. Du côté du CAC 40, on n'a pas beaucoup progressé, mais suffisamment pour revenir en territoire positif en 2024 pour quelques points. C'est quand même pas génial, l'indice parisien est malgré tout à la traîne des autres cette année puisque le Stoxx Europe 600 gagne 9% depuis le 1er janvier. L'indice MSCI World de son côté, il gagne 18% et le S&P 500 américain, il frôle 22% de gains. Donc la progression du CAC 40 de 0,5% environ au 1er janvier est assez faible. Le marché qui surpasse tous les autres et c'est assez inattendu puisque ça s'est bâti au cours du dernier mois, c'est le MSCI China. Il a gagné 26% depuis le début de l'année. Cette vigueur boursière trouve évidemment ses racines dans la conviction que Pékin va déployer les efforts nécessaires pour insuffler un nouvel élan à l'économie chinoise, une hypothèse qui a été confortée par une série d'annonces initiales assez prometteuses. Cependant, il faut bien noter que cette effervescence financière s'accompagne d'une pression constante. Il incombe en effet aux autorités chinoises de démontrer inlassablement l'efficacité de leur stratégie de relance. Et face à des investisseurs dont l'appétit pour les nouvelles encourageantes semble insatiable, le gouvernement se retrouve engagé dans une sorte de spirale d'annonces. Et ça, c'est une dynamique un petit peu malsaine qui traduit une réactivité excessive aux attentes fébriles du marché où chaque déclaration est scrutée avec avidité. Illustration avec les dernières 72 heures, les investisseurs nourrissaient de grands espoirs de la conférence de presse organisée samedi matin par le ministre des Finances chinois. Il se murmurait que des mesures d'aide à la consommation allaient être annoncées. Malheureusement, le ministre chinois des Finances s'est contenté de renforcer le programme de soutien à l'immobilier et d'affirmer qu'il reste de la marge de manœuvre sur le budget pour en faire plus. Initialement, l'accueil a donc été un peu tiède, d'autant que les dernières statistiques publiées par Pékin avaient un air de déjà-vu. En effet, l'inflation est ressortie inférieure aux attentes en septembre, pendant que les prix à la production se sont contractés davantage que prévu. Ce sont des statistiques qui sont tombées hier. Ces chiffres, ils démontrent quoi ? Que la menace déflationniste se renforce, et vous le savez peut-être, mais la déflation, c'est le cauchemar de l'économiste. C'est comme un espèce de truc visqueux dont il est très difficile de se dépatouiller parce que les mesures correctives disponibles ont des effets de bord délétères. Toutefois, on va voir un petit peu plus tard que la déception initiale s'est transformée en quelque chose de plus positif. Si on laisse la Chine de côté, ce sont les résultats trimestriels des entreprises qui vont faire la tendance cette semaine. Vendredi, du côté de Wall Street, les chiffres des banques JP Morgan et Wells Fargo ont séduit les investisseurs, des investisseurs qui ont vu le signe que les grosses firmes de Wall Street attendent le fameux atterrissage en douceur de l'économie américaine avec une certaine sérénité. Cette semaine, le scope sectoriel va nettement se diversifier. United Health, Johnson & Johnson ou Abbott par exemple dans la santé aux États-Unis, Prologis et Crown Castle dans les foncières, Netflix pour le divertissement, Procter & Gamble pour la consommation et une grosse fournée de financières dont Goldman Sachs et American Express notamment. Du côté de l'Europe, on a des grosses signatures qui se profilent également, par exemple LVMH dès demain en France qui donnera une bonne idée de la capacité du CAC 40 à mieux terminer l'année qu'il ne l'a commencé. On aura aussi ASML, la plus grosse capitalisation technologique européenne. On aura droit aussi à Nestlé, Rio Tinto ou encore Essilor Luxottica. On enchaîne maintenant sur les infos qu'il ne fallait pas rater pour bien démarrer la semaine. D'abord, l'agence Fitch a maintenu la note crédit de la France après la présentation du budget hexagonal jeudi, mais elle a placé cette note sous perspective négative. Au Proche-Orient, la tension est encore montée d'un cran entre l'ONU et Israël après des points de tension avec la finule au Liban. Plusieurs casques bleus ont été blessés dernièrement, victimes collatérales de l'offensive de l'armée israélienne dans le pays. Du côté de la Chine, on a lancé des manœuvres militaires autour de Taïwan, comme le pays le fait régulièrement. En Belgique, ce sont les élections municipales qui font l'actu, elles ne réservent pas de grosses surprises, hormis la prise d'une ville moyenne en Flandre par l'extrême droite et la montée des listes communautaristes. Dans l'innovation spatiale, SpaceX a réussi à faire se reposer un lanceur spatial en le rattrapant avec des pinces géantes dans une prouesse d'ingénierie assez impressionnante.
Sur l'agenda macro, le point d'orgue macroéconomique est donc prévu jeudi 17 octobre avec la décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux. Ce sera probablement une baisse d'1/4 de point. On aura aussi ce jeudi la publication des ventes de détail américaines du mois de septembre. Dans le reste de l'agenda, les marchés japonais et canadiens sont fermés aujourd'hui pour un jour férié. Aux États-Unis, la journée de lundi est aussi fériée, c'est le Columbus Day, mais elle n'est pas chômée à Wall Street, même si l'activité devrait être plus restreinte que d'habitude. En Asie-Pacifique ce matin, le yo-yo des actions chinoises montre bien la circonspection des investisseurs face aux dernières annonces. Avant la coupure de mi-journée, Hong Kong perdait du terrain et les marchés continentaux progressaient seulement modérément. Post-reprise méridienne, eh bien le CSI 300 a porté ses gains à 2,2% et le Hang Seng est revenu en territoire positif. L'indice MSCI China, qui fait un peu la synthèse entre la cité-État et le continent, est en hausse de 0,5% au même moment. Sur les autres places, la tendance est positive. On gagne 0,4% environ du côté de l'Australie, de l'Inde et de Taïwan. La Corée du Sud progresse même de 1%. Comme précisé précédemment, la bourse de Tokyo est donc fermée. Les places européennes, elles sont attendues, elles, autour de l'équilibre. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, chez Stellantis, Carlos Tavares n'écarte pas de fermeture d'usine. Il a conduit un entretien avec les Échos. Le ministre des Finances, en visite sur un site Sanofi aujourd'hui, veut des garanties du laboratoire sur la production de Doliprane. Je vous rappelle que la filiale santé grand public de Sanofi est en passe d'être rachetée par un fonds américain. Le ministre ne s'interdit pas de bloquer l'opération, a-t-il affirmé. Kim Jones quitte la direction artistique de Fendi, qui est une filiale de LVMH. Patrick Partouche renforce son contrôle sur Groupe Partouche. Mauvaise nouvelle du côté de Transgène, en échec sur le critère principal de la phase 2, évaluant la combinaison entre son TG4001 et avelumab dans le cancer du col de l'utérus. Nicox et Soleus signent un accord de financement de 16,5 millions de dollars qui combine la vente de redevances et un financement en fonds propres. Jonathan Dickinson est nommé président du directoire d'Inat Pharma. Acticor Biotech veut lancer une phase 2B avec Glenzosimab dans l'angioplastie de l'infarctus du myocarde avec élévation du segment ST. Opium augmente son recours au financement dilutif avec Atlas et Neovax réduit la valeur nominale de ses actions. Dans le reste de l'Europe, Fraser s'améliore son offre publique d'achat sur Mulberry en la portant à 150 pence par action, mais elle est à nouveau éconduite par l'actionnaire principal de Mulberry. Le syndicat Verdi s'oppose à une fusion transfrontalière de la Commerzbank, quelle que soit la nationalité de l'offrant. Givaudan investit 50 millions de francs en Indonésie. Le groupe britannique Smith & Nephew fait face à des allégations de gonflement artificiel de ses marges bénéficiaires, a rapporté le Sunday Times, citant un rapport de Dragon Eye Research. Veon transfère son siège à Dubaï après le retrait de la cote à Amsterdam et X retire Unilever du procès pour boycott publicitaire. Sur l'agenda des publis en Europe, on a Volkswagen, Galp, Energia et Bossard aujourd'hui. En Amérique du Nord, énorme annonce sur Boeing qui est en difficulté financière et qui va supprimer environ 17 000 emplois. Le groupe va aussi reporter le lancement du B777X. L'Agence américaine du médicament envisagerait de revenir sur l'interdiction des versions génériques des médicaments amaigrissants d'Eli Lilly. FDA toujours, on autorise un traitement de Pfizer contre certains types d'hémophilie aux États-Unis. Par ailleurs, le design du robot-taxi sportif à 2 places de Tesla laisse les experts perplexes et c'est Lyft et Uber qui en profitent. Enfin, le plan de faillite de Fisker est approuvé après un accord sur l'assistance technique aux véhicules produits. En Asie-Pacifique et ailleurs, BHP et Vale sont confrontés à 620 000 plaignants dans le cadre d'un procès géant sur l'effondrement d'un barrage au Brésil qui se tiendra à Londres. La filiale indienne de Hyundai lance son IPO de 3,3 milliards de dollars. C'est la plus grande vente d'actions jamais réalisée en Inde. TPG Telecom a vendu son réseau fibre et ses actifs dans les lignes fixes à Vocus pour 3,5 milliards de dollars. Bain Capital fait une offre ferme pour Fujisoft 7% plus élevée que celle de son rival KKR et BYD prévoit d'augmenter rapidement ses ventes en Allemagne. Sur l'agenda des publis, dans la région, on a Reliance Industries et HCL Technologies. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Bonne journée à toutes et à tous.